La télé d'ici met ce soir sur la table la question de la biodiversité. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se targuer d'être au nombre des nations qui préservent justement la biodiversité? On va dire tout simplement l'écosystème naturel. Combien de parcs nationaux compte la Côte d'Ivoire? Combien de réserves naturelles compte la Côte d'Ivoire? Ce soir, on en parle avec le premier responsable de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel-major Adama Tondosama. Avec lui, donc, on reviendra évidemment dans le détail sur ce qui est fait au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Pour le volet artistique sur la scène de la télévision, on aura beaucoup de plaisir à recevoir un jeune talent. Elle est notamment participante de The Voice Afrique francophone 2017. Elle a atteint le stade des battles. Elle se nomme Lydie Baya et nous reprendra 2 titres, notamment Diamond de Rihanna. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi. À partir de 18h40, on essaie de refaire, non pas le monde, mais de refaire la Côte d'Ivoire. En gros, on aborde des questions qui vous intéressent, on aborde des sujets essentiels. Ce soir, on a choisi de parler de biodiversité et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie du directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel-major Adama Tondosama. Bonsoir, bienvenue. Merci. Ça va, tout va bien? Vous êtes rassuré ou il faut s'inquiéter de la biodiversité en Côte d'Ivoire? Non, il ne faut pas s'inquiéter, il faut plus être rassuré. Il faut être rassuré. Tout à fait. Bon, parfait. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Inquiet ou pas, du point de vue de Pierre? Non, mais je pense qu'on nous dira qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est bien, on va dans le bon sens, j'espère. D'accord. Ok. Je sais que Princesse est partisane de l'écotourisme. Inquiète ou... Inquiète parce que je me dis on a perdu beaucoup de forêts en Côte d'Ivoire. Pas inquiète parce que je sais qu'on travaille dessus. D'accord. Alors, ça tombe bien. On a combien à ce jour de parcs et réserves en Côte d'Ivoire? Il faut dire que le réseau des aires protégées est constitué de 8 parcs nationaux et 7 réserves naturelles. Pourquoi on n'en a pas plus? Parce qu'il y a tout un processus qu'il faut mettre en place pour pouvoir classer. Donc, vous voyez que actuellement, les parcs nationaux font à peu près 6,5% du territoire ivoirien. Et vous savez que nous sommes un pays agricole. Il faut laisser de l'espace pour les activités économiques. C'est cela. Donc, c'est pour cela qu'on va doucement. Déjà, mais à 2 100 000 hectares, ce n'est pas suffisant, mais je pense que c'est assez grand. Vous pensez que c'est assez grand? Oui. D'accord. Pourquoi on décide, par exemple, que la forêt de Taï devient patrimoine mondial, on peut le dire, et pas, par exemple, une autre forêt? C'est quoi les critères? Les critères, c'est surtout la richesse en termes de faune et puis en termes d'espèces végétales. Par exemple, quand vous prenez le parc national de Taï, il y a un certain nombre d'espèces qui sont rares, qui sont là, qu'il faut protéger. Et il y a des espèces qu'on appelle des espèces endémiques. Ça veut dire des espèces qui n'existent qu'à Taï. Ça veut dire que si on détruit le parc national de Taï, ces espèces sont perdues à jamais. D'accord. Donc il y a un certain nombre de critères. Il y a la beauté du site aussi. Et comme vous le savez, le parc national de Taï, c'est 536 000 hectares de forêt d'un seul tenant. Et ce qui est rare en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est une caractéristique importante. Et puis sa situation. Vous savez, c'est situé entre la zone forestière et la mer. Donc ça, on peut combiner beaucoup d'actions. Absolument. On peut faire du tourisme balnéaire et du tourisme nature. C'est cela. On a 7 aires protégées, vous le disiez tantôt. On a 7 parcs nationaux. 7 parcs nationaux, c'est quoi la particularité de chaque parc ou est-ce que finalement c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Il faut dire que le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, c'est 8 parcs nationaux et 7 réserves naturelles. Et on a tous les écosystèmes à l'intérieur de ces parcs nationaux. Vous avez des parcs de forêt. Le parc national de Taï, c'est un parc de forêt. Le parc national du Bamako qui est à Abidjan, c'est un parc de forêt. Et vous avez des parcs de montagne. Quand vous allez à l'ouest, le mont Peko, mont Sangbe, mont Nemba, c'est des parcs de montagne. Mais quand vous allez au centre de la Côte d'Ivoire, vous avez des parcs de transition. C'est-à-dire que vous avez des parcs où il y a des parties qui sont forêts et des parties qui sont savanes. Et quand vous allez au nord-est avec le parc national de la Komoué, c'est le plus grand de Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'hectares. C'est essentiellement savane avec quelques forêts galeries. Ce qui manque dans le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire, c'est un parc marin.
Ah. Ouais, parce qu'on a tous les écosystèmes, mais pour le moment, on n'a pas de parc marin. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace marin qui a été pris en compte en termes d'aires protégées. Et comment ça fonctionnerait? C'est-à-dire, en gros, qu'on bloquerait une partie de la mer, c'est ça? Non, en fait, Interdire la pêche ou qu'est-ce qui se passe? non, on allait prendre un certain nombre de dispositions. On n'allait pas faire un parc, parce qu'il y a une différence entre un parc et puis une réserve. D'accord. On allait faire une réserve naturelle, de sorte qu'à un certain moment de l'année, on peut permettre un certain nombre d'activités. Pour permettre une autre partie où on conserve, on permet aux espèces animales de se régénérer, de se reproduire. Quelle est la différence entre un parc et une réserve? Je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'un parc. Ouais. Un parc, c'est une portion de terre, de mer, un espace dont on connaît les limites et qu'on ne peut déclasser que par l'autorité législative. Ça veut dire quoi? Un parc, le ministre de l'Environnement ne peut pas déclasser un parc national. C'est l'Assemblée nationale qui peut décider qu'il faut déclasser ou qu'il faut reclasser. Et deuxième élément qui est important, c'est que les parcs nationaux sont faits pour la récréation du public. Parce que vous savez, les espèces animales et les espèces végétales sont conservées en l'état. Donc ça permet à la population en général d'aller dans ces espaces pour faire des découvertes et se recréer. Et à l'intérieur des parcs nationaux, on ne fait pas de chasse, on ne fait pas de pêche, on ne fait pas d'abattage. Vous voyez que la restriction est beaucoup plus élevée dans les parcs nationaux. C'est cela. Une réserve, c'est exactement presque la même définition, mais une certaine liberté. Quand on dit réserve naturelle de flore, ça veut dire que c'est la flore, c'est la végétation qu'on protège. On permet le prélèvement de la faune. D'accord. Mais quand on dit réserve partielle de faune, ça veut dire que c'est les espèces animales qu'on protège, mais on permet le prélèvement d'espèces végétales. D'accord. Donc il y a les deux différences. Mais dans la réserve, il y a une autre catégorie qui est plus forte. La réserve naturelle intégrale. Quand on dit réserve naturelle intégrale, son statut est même plus fort qu'un parc. Là-bas, on ne fait que des activités de recherche. On ne fait pas de tourisme, on conserve en l'état. C'est à cause en général, les réserves naturelles intégrales sont de petite taille. En Côte d'Ivoire, on a le Mont Nimba qui fait 5000 hectares. Alors que les parcs nationaux, comme je l'ai dit, vous voyez Komo qui fait 1 478 000 hectares. Et vous avez le parc national de Taï qui fait 536 000 hectares d'un seul tenant. D'accord. Vous imaginez si on avait fait une réserve intégrale de cette superficie, il y allait avoir des reproches partout, absolument, par rapport à la population riveraine. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'un jardin botanique, par exemple, peut rentrer dans le cadre de ces définitions? Un jardin botanique, ça dépend. Par exemple, le jardin botanique de Bingerville. Ou le jardin botanique, en fait, la difficulté, c'est qu'on a fait des introductions. En Côte d'Ivoire, on a des introductions d'espèces. Et on peut faire des prélèvements. D'accord. À la réalité, en Côte d'Ivoire, on a décidé que les aires protégées... On ne touche rien, on rajoute rien. On garde, on conserve pour les générations futures. D'accord. Ça veut dire qu'on profite. Par exemple, vous prenez le parc national du Banco qui est à Abidjan. Nous tous, on profite du fait que le parc national purifie l'air, mais on ne coupe pas du bois à l'intérieur. Donc nous allons passer, nos enfants, nos petits-enfants vont venir profiter de ça. D'accord. Alors que quand c'est une forêt classée, la vocation, c'est la production de bois. C'est-à-dire que quand une forêt, qu'on dit que c'est une forêt classée, on peut couper des bois dedans pour venir faire les charpentes, pour faire des portes. Alors que dans un parc, ce n'est pas possible. D'accord. Alors justement, dans un parc, vous l'avez dit, pour déclassifier, il faut passer par l'Assemblée nationale. Oui. Si on prend le cas de la réserve de Taï, enfin pas le parc, mais la forêt classée de Taï, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que même le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas déclassifier, d'autant que c'est un patrimoine mondial. Oui, en fait, c'est un label. Patrimoine mondial, c'est un label. D'accord. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est le premier responsable du parc national de Taï. Oui, mais est-ce que la Côte d'Ivoire a toute la souveraineté en griffe sur le... Si, la Côte d'Ivoire a toute la souveraineté, parce que le parc national de Taï fait partie du réseau des aires protégées. D'accord. Simplement, si la Côte d'Ivoire avait déclassé une partie, elle est obligée de prendre quelques informations auprès d'un certain nombre de structures, notamment l'UNESCO qui a mis son label, pour dire que c'est un patrimoine mondial. Et puis, il faudrait que la partie qu'on déclasse n'ait pas une grande influence sur tout l'espace. Et la loi de 2002 a clarifié ça, de sorte que si vous voulez faire une diminution de l'espace, il faudrait donner des raisons qui soient vraiment valables pour pouvoir le faire. Donc il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Je pose cette question parce que sur la question de l'Amazonie notamment, le Brésil a entrepris un certain nombre de choses, notamment l'ouverture, le tracé d'une route. Ça a suscité donc une levée de boucliers un peu partout dans le monde. Est-ce que dans le cas de Taï, on peut s'imaginer ce genre de choses? À Taï, pour le moment, ce n'est pas faisable parce que vous devez passer devant l'Assemblée nationale et puis vous devez réaliser une étude d'impact environnemental. D'accord. Donc, qui protège ces aires? Qui protège les aires protégées de Côte d'Ivoire? C'est l'Office ivoirien des parcs et réserves. Oui, d'accord, mais enfin, vous avez une main, comment se dire? C'est quoi le bras armé de l'OIPR, pour ainsi dire? Bon, il faut dire que l'OIPR dispose d'un certain nombre d'agents, d'agents qui sont des eaux et forêts,
À 90%, c'est des agents des eaux et forêts D'accord. qui assurent la surveillance de ces espaces-là. D'accord. Donc, vous gérez ces espaces-là, vous savez, on a un certain nombre de fonctions. On a des fonctions de surveillance. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'agents qui sont en tri. C'est pour cela que moi-même, je suis colonel-major, puisque je suis forestier. C'est cela. Et on assure l'intégrité, parce que pour valoriser un espace, il faut que l'espace existe. Et puis, quand vous dites qu'il y a des espèces animales qu'on trouve dans un espace, il faut s'assurer où sont ces espaces animaux. Donc, il y a une deuxième fonction qu'on développe, qu'on appelle le suivi écologique, le biomonitoring, pour savoir exactement quelle est la répartition des espèces animales ou même les espèces végétales, parce qu'il y a des espèces d'arbres qui sont tellement caractéristiques qu'il faut savoir où se localiser. D'accord. Et la troisième fonction qui est importante pour nous, c'est nos relations avec les populations. Vous voyez, le parc national de Comoé, le parc national de Taï, le parc national d'Amaraoui se trouvent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, contigu à des terroirs des populations. C'est cela. Donc, il faut avoir de bonnes relations avec ces populations pour qu'ensemble, on puisse conserver l'espace. Elles comprennent ce message? Ce message, ça prend un peu de temps. Mais quand vous regardez le processus, parce que le parc national de Taï existe depuis 1972, si les populations n'avaient pas adhéré, vous savez qu'on a connu une crise. Elles auraient dégradé cet espace-là. Et c'est l'exemple le plus palpable sur le parc national de la Comoé, qui fait plus d'1 million d'hectares. Mais c'est un parc qui est resté en zone CNO durant 11 ans. Mais aujourd'hui, le parc zone centre-nord, au-delà de la zone de confiance. Au-delà de la zone de confiance. Mais après 11 ans de crise, le parc national de la Comoé est intact. D'accord. Ça veut dire que les populations ont accepté que cet espace leur appartient. Oui, mais vous pointez une chose qui est assez importante aussi, hein, c'est qu'il y a un constat qui est implacable, c'est que la diversité biologique, malheureusement, s'est dégradée sur plusieurs décennies. Et en 1995, il y a une réforme qui va être adoptée pour essayer un peu de régler les choses. Tout à fait. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce qu'on est parvenu finalement à maîtriser la dégradation, enfin à freiner cette dégradation? Oui, à freiner. Parce qu'il faut noter qu'avant 1995, l'état général, c'est que bien souvent, quand on affectait des agents dans le parc national, ils considéraient que c'était le purgatoire, parce qu'il n'y avait pas de moyens de travail. Donc l'État de Côte d'Ivoire a fait le diagnostic. Il s'est rendu compte qu'il faut mettre tout un dispositif en place. Et le premier dispositif, c'est le dispositif institutionnel. C'est ce qui a permis la création de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le deuxième, il est législatif. Vous voyez, les parcs nationaux font partie du domaine public de l'État. Du coup, le ministre de l'Environnement en charge des parcs nationaux n'a pas la capacité d'en déclasser. C'est-à-dire même s'il a une pression extérieure, il peut en déclasser. Donc on a renforcé le statut des parcs nationaux. Et le deuxième élément, c'est que vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'État de Côte d'Ivoire met à disposition une subvention. Mais cette subvention est irrégulière. Il y a des ans que ça monte, il y a des moments ça dépend des rentrées d'argent au niveau de l'État. Donc on a décidé de mettre en place une fondation. Une fondation qui fonctionne, qui a permis de créer des fonds pérennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand on prend le parc national de Taï, qui a un financement pérenne, ça veut dire que, bon an, mal an, le parc national de la Comoé et de Taï a à peu près 570 millions de francs CFA pour fonctionner. Comoé, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, sur le réseau des 15 aires protégées, il y a 6 qui ont des financements pérennes. C'est suffisant? C'est pas suffisant, parce que vous savez, quand on parle de conservation de la nature, les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes parce que gérer l'espace, il faut gérer l'espace parc, mais il faut gérer les populations qui sont à la périphérie. Parce que bien souvent, les populations se disent, tout l'argent qu'ils capitalisent, c'est pour les animaux, c'est pour les arbres. Et nous qui sommes à côté. Donc, il faut que les parcs nationaux soient des éléments de développement socio-économique. C'est pour cela que les fonds qu'on décaisse, on fait en sorte qu'une part soit réservée aux populations pour qu'elles se disent, c'est parce que le parc existe chez nous, voilà tel bénéfice qu'on a. Absolument. Parce que ce n'est pas le bénéfice écologique seulement. Parce que bien souvent, on dit aux gens, quand vous avez un parc à côté, il pleut beaucoup, ça vous permet d'avoir une bonne pluviométrie. Mais bien souvent, les populations se disent, mais quand il pleut là, ça c'est une affaire de Dieu. Bien souvent, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas cette connaissance scientifique qui est que c'est la forêt qui fait venir la pluie. Mais par contre, quand le fait que le parc existe, une infrastructure se met en place dans leur village, quand des emplois se créent, ça les rassure, ça leur permet de conserver. Et l'exemple par rapport que je peux vous donner, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, toutes les grosses unités agro-industrielles se trouvent au sud-ouest. Toutes les grosses unités agro-industrielles se trouvent au sud-ouest. Mais pourquoi? Parce que là-bas, la pluviométrie est forte. 2000 mm de pluie par an. Donc, la production agricole est bonne. Donc, ils sont allés installer les usines là-bas. Mais ce n'est pas eux seulement qui bénéficient de ces retombées, c'est les populations. Puisque toutes les personnes qu'ils embauchent dans les entreprises, ils bénéficient de cela. Et puis, tout ce qui est entretien des pistes, construction des centres de santé par ces unités agro-industrielles, c'est parce que le parc national ça existe dans d'autres régions, comme Comoé, comme même au centre. En gros, il y a un développement inclusif. Tout à fait. Donc, l'état de conservation des parcs nationaux est globalement satisfaisant. D'accord. Parce qu'il faut le dire, hein, parce qu'en fait, la notion de
la confusion que les gens font, c'est qu'ils confondent la déforestation de la Côte d'Ivoire à l'état de conservation des parcs nationaux. Il faut dire que les parcs nationaux, je l'ai dit, ça fait 2 100 000 hectares. Et sur les 2 100 000 hectares, on a des problèmes sur le mont Péco, à cause de la crise. Mais le mont Péco fait 29 000 hectares. D'accord. Donc, quand vous faites le rapport, vous voyez que c'est moins de 0,2%. Absolument. Mais l'état des parcs nationaux sont satisfaisants. C'est ce qui fait qu'on a le label international. Si ce n'était pas bien conservé, la Côte d'Ivoire ne peut pas obliger l'UNESCO, par exemple, à donner son label à Komoué ou à Taï. Donc, globalement, l'état de conservation, c'est satisfaisant. D'accord. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas au niveau mondial qui était de 11%. Oui. Nous sommes à 6%. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant pour qu'on soit justement à cette... Oui. Il faut dire que le baromètre, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il dit qu'un pays soit considéré comme bon élève, il faut avoir 11% de sa superficie comme aire protégée. Mais comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, nous sommes à 6,5%. Mais nous faisons partie des meilleurs. Hein, les pays qui ont 6% ne sont pas nombreux en Afrique. D'accord. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je l'ai expliqué dans le cadre du programme qu'on a mis en place, qu'on appelle le programme cadre de gestion des aires protégées. On a prévu un résultat qu'on appelle, il faut permettre l'extension du réseau. C'est ce qui nous a permis d'avoir Mabiyaya. Il y a peut-être 2 ou 3 mois, il y a une forêt classée qui est dans la région de la Mé, qui a été classée comme réserve naturelle. Donc ça a permis d'augmenter, parce qu'on était à 2 100 000, on n'est pas là à 2 160 000. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les marines protégées qui est prévue vers la zone de Grand Bérébi, si elle est classée, ça nous permettra d'augmenter. C'est au fur avec le temps, parce qu'il faut que les populations en fassent une gestion patrimoniale. Parce qu'il ne faut pas classer pour dire que c'est pour l'État. Et vous savez la différence entre un bien public et un bien privé. En général, les biens privés sont bien conservés, parce que ça appartient à on les quelqu'un. contrôle, Mais par contre, quand c'est un bien public, c'est pour nous tous, mais personne ne va assurer la garde. Tout à fait. Donc, du coup, avant d'en faire un bien public, il faut convaincre les populations qui sont à la Il faut périphérie. s'assurer de l'inclusion Tout à fait. de toutes les populations. Tout à fait. Et comment le réchauffement de la planète, en fait, affecte aujourd'hui nos parcs et nos réserves? Bon, la réalité, vous savez, quand il y a une forêt, dès que tout le tout est dégradé, parce que souvent, ce n'est pas parce qu'il faut aller à la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays agricole. Donc, le front agricole est à la limite des aires protégées. Donc, ça fait que l'espace qui devait permettre le captage du carbone est réduit. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Mais les aires protégées ne font que 2100. Vous nous avez amputé de 463 km². Donc, vous voyez, ça fait que... Non, vous venez nous amputer, là. Je crois que c'est 322 463 km². Oui, en fait, j'ai fait qu'arrondir. Vous avez arrondi. Arrondissez en chiffre supérieur, c'est mieux. Ne Tout nous à fait, inquiétez j'ai pas. dit 322 500, alors. Là, c'est sûr que, sans perdre le problème avec nos voisins, parce que quand vous augmentez, il faut tenir compte des voisins. C'est vrai. Donc, vous voyez, j'ai dit 6% du territoire. Donc, du coup, les territoires qui sont contigus aux parcs nationaux, quand ces territoires sont dégradés, il n'y a que les parcs nationaux qui jouent la fonction de captage, ce qui est faible. Donc, ça fait que tout ce qui est biodiversité en Côte d'Ivoire, 90% de trouve dans les parcs nationaux. Parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est réparti en 3 parties. Et une partie qu'on appelle les forêts classées. Mais je vous ai dit, les forêts classées ont pour vocation de production. Donc, une forêt classée peut disparaître puisqu'on a coupé, on est en train de replanter un arbre, ne devient un grand arbre que dans 50 ans. Et puis l'autre partie, c'est le domaine rural, où on fait les champs, où on fait les activités économiques. La seule partie qui est conservée en l'état, c'est les parcs nationaux et les réserves naturelles. Il ne fait que 6%. Donc du coup, la pression étant tellement forte, bien forte, que le captage du carbone pour diminuer les gaz à effet de serre sont minimes par rapport au territoire. Mais néanmoins, il faut dire que quand vous prenez le Taï qui fait 536 000 hectares dans une région, quand vous prenez Komoué qui fait plus d'1 million d'hectares dans une région, leur capacité de captage est très forte. Parce que plus il y a beaucoup d'arbres, moins l'effet de serre se fait ressentir. Mais pour rejoindre ce qu'a dit Princesse, est-ce qu'on peut se prendre à rêver d'atteindre les 11%, voire 15%? Bien sûr. Parce qu'en fait, il faut dire... C'est possible. Parce qu'il faut dire que parmi les forêts classées, il y a des forêts classées qui sont dans un bon état de conservation. Mais c'est une affaire de statut. Il suffit de procéder au surclassement. D'accord. C'est-à-dire une forêt classée qui est bien protégée, qui est en bon état, on le surclasse pour en faire une réserve ou bien un parc national. On peut atteindre facilement. Parce qu'en fait, quand vous additionnez les forêts classées et les parcs nationaux, on est au-dessus de 20%. Mais c'est parce que la vocation diffère. Absolument. C'est ça. Et pour les espèces en voie d'extinction, les espèces rares, est-ce que vous communiquez avec les autres parcs et réserves nationales justement pour conserver ces espèces-là? Tout à fait. Il faut dire que j'ai parlé d'une fonction qu'on appelle le biomonitoring en anglais, mais c'est le suivi écologique.
C'est pour savoir quelle est l'espèce qui existe dans tel parc, dans telle chose. Et puis, l'organe suprême, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a une grille pour dire telle espèce, quand il est dans telle fourchette de nombre, c'est qu'il est menacé, Et puis, quand il est dans telle fourchette, c'est qu'elle risque de disparaître. Donc, il y a toute une stratégie qui est développée. Ce n'est même pas une stratégie pour la Côte d'Ivoire seulement, c'est une stratégie de l'Union internationale qui est appliquée par tous les pays du monde. Et on fait l'évaluation. Donc, pour faire ce point, nous, en Côte d'Ivoire, on fait un suivi chaque année. Chaque année, on fait un suivi. Et puis, on combine cela avec le survol aérien. Parce que vous savez, les animaux, leur habitat, c'est la forêt ou la savane. S'il n'y a pas de forêt, l'espèce disparaît. C'est comme nous-mêmes. Si le soir, vous rentrez à la maison, vous allez trouver que votre maison est cassée, c'est sûr que vous allez déménager. C'est exactement la même chose que les animaux. Un animal qui vit à Taï, si vous allez détruire les espèces qui sont là-bas, l'espèce va se Il y a une migration. une migration. Et comme les espèces sont classées par zone phytogéographique, c'est-à-dire il y a des espèces de savane et il y a des espèces de forêt. Une espèce de savane difficilement va s'adapter à une zone de forêt. Donc si vous détruisez son habitat, c'est comme si indirectement vous êtes en train de détruire l'espèce. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place pour assurer le suivi, pour voir leur densité, leur répartition spatiale, et puis des dispositions sont prises pour assurer leur surveillance. Et qu'est-ce que vous remarquez dans les parcs nationaux, ici, qu'on a de plus ou qu'on a de moins par rapport à ceux de l'étranger? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire en particulier comparé aux autres pays? Les autres pays, vous savez, il y a des pays australes, les pays australes, d'Afrique australe ont une grande tradition de conservation de la nature. Donc eux sont plus au stade d'aménagement. Ils ont fini l'aménagement, ils sont au stade de valorisation. D'accord. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes au stade de protection, d'aménagement, et dans une seconde phase, on va passer au stade de valorisation. Parce que la réalité, un parc national doit pouvoir s'autofinancer. De par le nombre de personnes qui viennent visiter, chercheurs, touristes, les recettes générées doivent pouvoir... Les tours opérateurs. Exactement, les concessions qu'on fait aux uns aux autres, les hôtels qu'on construit à l'intérieur. Vous prenez le cas de Kruger National Park en Afrique du Sud. C'est un parc qui fait 2 fois le parc national de la Comoé. Mais ce parc se finance et finance le reste du réseau d'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'ils sont à un stade très avancé. Et comme vous savez, ceux qui visitent les parcs nationaux, ce n'est pas le touriste ordinaire. C'est des gens qui sont plus exigeants. Je vais vous donner un exemple. Un touriste, quand il arrive à Abidjan, qu'il va à Bassam, qu'il pleut, il n'en voudra pas l'hôtelier. Mais par contre, s'il va dans un parc, vous lui dites que vous allez voir l'éléphant, ou bien vous allez voir les chimpanzés. Quand il ne voit pas le chimpanzé, il en veut au gestionnaire. Absolument. Alors qu'il oublie qu'un parc n'est pas un zoo. C'est vrai. Donc, véritablement, ça peut de ça, on prend un certain nombre de dispositions pour s'assurer que les animaux viennent à tel moment pour se restaurer, pour boire de l'eau. Voilà leur trajet, on suit cela avant de demander aux gens de venir. Et puis, quand les gens viennent, il faut qu'ils aient des commodités. Un touriste qui vient dans un parc national ne vient pas pour dormir dans un hôtel 5 étoiles. Et ils ont besoin de ce qui est authentique. Par exemple, quelqu'un qui était aux États-Unis, il ne va pas chercher à venir dans l'hôtel, il va parce qu'il est dans le pays. Donc quand il va dans un parc, il veut bénéficier... Dormir sous une tente. Exactement. Et puis il veut bénéficier de l'originalité de la région. Si les gens dorment sous des cases, il veut savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de la case, etc. Donc il faut concilier nature et culture pour permettre. Mais la Côte d'Ivoire au stade d'aménagement, en train de construire encore des pistes, en train de construire des infrastructures. Et dans le cadre de projets qu'on met en place, en principe, à partir de 2025, on passe au stade valorisation. En ce moment, les gens viennent 2025. Donc nous sommes encore en retard parce que pendant que d'autres ont dépassé le stade de valorisation, c'est en ce moment nous on tend vers cette valorisation. D'accord. Oui. Pierre ? Alors vous mettez le pied dedans à l'autofinancement des parcs et réserves. Est-ce qu'aujourd'hui les opérateurs privés sont intéressés par la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a énormément qui veulent s'installer dans nos parcs et réserves? Pour le moment, non. En fait, pour le moment, ceux qui viennent, c'est plutôt des partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire qui s'intéressent à l'aménagement et à la conservation. C'est des philanthropes, comme je l'ai dit, par exemple, la coopération allemande, la coopération française, l'AFD, par exemple, l'AFD. Et c'est des partenaires qui viennent aider la Côte d'Ivoire à aménager ses parcs nationaux. Mais les infrastructures sont à l'intérieur. On a signé des conventions déjà. Parce que quand vous allez à Taï, vous avez un écotel qui a une petite capacité 20 lits, mais déjà... C'est important, on a signé parce que l'OIPN n'a pas la capacité de gérer un hôtel, parce que ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas votre vocation. Notre métier, c'est assurer la conservation, assurer l'aménagement. Donc nous avons signé une convention avec un opérateur qui gère cet hôtel. Et nous sommes en train de parler avec d'autres pour que ce soit les opérateurs même qui conçoivent. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas d'un métier, en général, vous croyez que c'est bien fait, alors que ce n'est pas bien fait. Donc pour le moment, nous sommes au début. Les uns et les autres arrivent.
pour qu'on puisse aménager ces espaces-là pour en faire des sites ludiques. Alors, vous avez parlé de l'aire marine protégée. Alors, ce qu'on constate généralement en Afrique, c'est que tout ce qui va être mangrove, lagunes, lacs, on ne va pas les retrouver souvent dans ces catégories protégées-là. Pourquoi cette particularité à l'Afrique? Pourquoi on a tardé à développer ces zones-là, à les protéger? Oui, il faut dire qu'on a ce don de la nature en Afrique. Et puis, il faut dire, on se dit, ça va revenir. Les mangroves, par exemple, les mangroves ne se retrouvent que dans la partie sud de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au sud, ils ont la forêt, ils se disent qu'il y a la forêt. Donc, même si aussi c'est les petits arbres qu'on coupe, ce n'est pas grave. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même ceux qui n'ont pas de forêt sont descendus. On est devenus plus nombreux, donc on en coupe beaucoup plus. Donc, on a l'impression qu'on a arrêté. On a arrêté vraiment parce qu'on n'a pas commencé. On se disait qu'il y en avait tellement que ça ne va pas finir. Alors que c'est une ressource naturelle qui est épuisable. C'est-à-dire que même si vous plantez, vous ne pouvez pas avoir la même qualité d'arbre qui était là à l'origine. Donc, véritablement, il faut dire qu'en matière de conservation d'un certain nombre de sites caractéristiques, les mangroves, même, comme je l'ai dit, quand on a fait les aires protégées, on n'a pas tenu compte des marines, des espaces maritimes, on n'a pas tenu compte. Mais on s'est rendu compte, parce que vous avez vu, les tortues viennent pondre à la plage, et c'est quand quand il y a la ponte que les tortues repartent. Donc, si l'espace est dégradé, c'est sûr qu'il n'y aura pas de multiplication de tortues marines en Côte d'Ivoire. Alors que c'est des trucs rares. Ça dit qu'il faut prendre des dispositions pour assurer la surveillance de ces espaces-là, surtout leur aménagement. Très bien. Je propose qu'on marque une pause. Merci bien. Colonel-Major, on revient à nos affaires juste après la pub pour justement parler de parcs et réserves naturelles. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour parler des parcs nationaux et des réserves naturelles de Côte d'Ivoire. En gros, nous parlons biodiversité ce soir avec le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles, le colonel-major Adama Tondo-Sama. Pierre qui s'inquiétait justement du fait que les aires marines ne fassent pas partie des réflexes, si on peut le dire ainsi, des pays africains. Ouais. Alors, ce qu'on sait, c'est que du côté justement de Grand Béribi, là, sur la côte, vous en parliez, il y a énormément d'espèces de tortues. Je crois qu'on est l'un des rares pays à avoir autant d'espèces qui viennent pondre aux mêmes périodes. Et ça, c'est vraiment des trucs à valoriser. Et je crois que le programme là-bas marche assez bien. Ce qui m'emmène à poser la question de ces programmes de conservation-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres en termes de résultats sur des espèces particulières, par exemple les chimpanzés ou les tortues? Qu'est-ce que ça donne? Bon, il faut dire que cette zone-là n'a pas de statut légal pour le moment. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en faire une réserve naturelle volontaire, de sorte qu'on puisse mettre en place tous les dispositifs. Parce que pour savoir il y a combien d'espèces, comment les espèces sont réparties, il faut une étude qu'on appelle le suivi écologique. Ça, c'est une méthode militaire, ça. Il faut une équipe. Colonel-major. Non. Décidez-vous à capérer un site, en faire une réserve naturelle qui ne l'est pas officiellement. Non, en fait, il faut aider à la préservation de la nature. On l'a compris. Mais on est en train de faire une réserve naturelle. Là, ça va appartenir aux populations. Oui, j'ai ajouté le mot réserve naturelle volontaire. Ça veut dire que c'est de l'initiative des populations qui vivent là. Nous, on ne fait que la supervision, et aider les populations à la gestion. Par exemple, pour faire le suivi des espèces qui existent là-bas, les populations n'ont pas cette capacité-là. En ce moment, nous, qui sommes des naturalistes, on va les aider à mettre en place. C'est pour cela, aujourd'hui, le processus est très avancé. Il y a un groupe de travail national qui a été mis en place avec tous les ministères concernés, eau et forêt, environnement, agriculture, pour qu'au bout d'ici 5 à 6 mois, on puisse donner un statut légal. Une fois qu'on a donné le statut légal, on va mettre en place les différentes fonctions. Et là-bas, ce n'est pas les agents de l'OIPR qui vont assurer la suivance, c'est les populations elles-mêmes. Parce qu'on veut que quand ils vont rentabiliser, quand les gens viennent visiter, les sommes d'argent qui sont déposées dans une caisse qui appartiennent au village. Et puis, lors de la gestion, ils vont décider ce qui est d'intérêt du village. L'intérêt, quand il dit national, mais national en termes de région, en termes de village. De sorte que s'ils veulent construire un centre de santé, ils prennent un peu d'argent dans cette caisse-là. S'ils veulent réhabiliter leurs pistes pour avoir accès sur la grande voie, c'est eux-mêmes
S'il y a une contribution, par exemple, dans le cadre des projets FRA, il y a une contribution du village à mettre en place, c'est le même qui le fait. Nous, on assurera que l'encadrement. Parce que là, c'est une réserve naturelle volontaire. Mais derrière, nos équipes, les équipes de taille, les équipes de qu'on appelle NZO, vont aider à dénombrer. Il y a combien d'espèces qui viennent? Parce que quand vous arrivez, vous savez, nous les Africains, notre notion de beaucoup, c'est une notion relative. On peut dire beaucoup, peut-être que c'est 5. C'est universel, ça, non, cette notion? Non. Et puis nous, on a la notion de temps et la notion de nombre, Ouais. c'est assez relatif chez nous les Africains. Okay. Vous arrivez quelque part, vous demandez à quelqu'un, est-ce que le monsieur, là, il est partout? On dit il est partout au champ. Il est parti il y a longtemps. Non, il est parti il n'y a pas longtemps. Ou bien vous dites, il ne va pas durer, il va venir. Il vient dans 3 heures de temps. Mais pour lui, c'est pareil pour les concerts et tout. Donc, véritablement, c'est aider ces populations. Ouais. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on a une difficulté majeure en Afrique. C'est la notion de domaine public et privé. C'est cela. Dès l'instant que les réserves naturelles vont partir du domaine privé, les populations vont s'engager plus. Mais si vous en faites un parc ou bien une réserve simple, ils vont dire, nous, on a arraché notre terre, donc maintenant, ils n'ont qu'à gérer. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Donc, à ce moment, ils vont développer des stratégies pour détruire. Alors que quand on dit que c'est une réserve naturelle volontaire, ça leur appartient, les populations vont même s'organiser pour mieux assurer la surveillance de ces éléments. Mais nous, on va comptabiliser cela, l'UICN va comptabiliser cela comme une richesse mondiale. Donc, voilà ce qui est entrepris dans le cadre des tortues marines au niveau de Grand Bérébi. Donc, il faut d'abord donner un statut. Parce que si vous ne donnez pas de statut, quelqu'un peut se lever pour dire, mais ça nous appartient à tous. Et il peut même venir prélever des tortues qui sont là, alors que c'est des espèces rares. C'est des espèces rares. Quand ça disparaît, c'est fini. On ne peut pas fabriquer une tortue. C'est un don de la nature. Donc, il faut prendre des dispositions pour assurer. Il y a des gens qui aiment bien les œufs de tortue. Mais si vous mangez les œufs de tortue, il n'y aura pas de procréation, il n'y aura pas de multiplication d'espèces. Il faut prendre des dispositions. Mais il faut expliquer cela aux populations pour dire que c'est dans leur intérêt. Quand ils conservent, vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui quittent en Australie pour venir voir que des œufs de tortue. Ils sont prêts à payer des millions pour venir voir des œufs de tortue. Et ça, ce discours pédagogique, vous le tenez constamment Tout à fait. à l'endroit des populations. Exactement. Même dans le cadre de la gestion des aires protégées, je n'ai pas fini avec toutes les fonctions. On a une fonction qu'on appelle les fonctions de relations avec les populations. Et à l'intérieur, on a une fonction qu'on appelle les mesures riveraines. Les mesures riveraines, la première, c'est apporter des appuis, aider à réhabiliter des écoles, à faire des choses. Mais la deuxième, pour nous, qui est plus importante, c'est l'éducation des enfants. Parce que vous savez, quand un enfant a bien compris quelque chose, demain, on n'a pas besoin de lui dire qu'il ne faut pas faire ça. Vous prenez l'exemple, je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui ont des enfants. Quand l'enfant quitte à l'école, quand la maîtresse, le maître lui a dit de venir avec 100 francs, dès que vous arrivez à la maison, l'enfant va vous rappeler que le maître a dit demain de venir avec 100 francs. Si vous voulez, ne répondez pas. Quand il va finir de manger, quand tu vas lui dire va te coucher, il va te rappeler que maîtresse ou bien monsieur dit de venir avec 100 francs demain. Le lendemain, il va dire la même chose. Donc, c'est inculqué. Donc, quand les enfants ont l'éducation nécessaire avec des concepts environnementaux, demain, c'est des éco-citoyens. On n'a pas besoin de leur dire. Absolument. Maintenant, la troisième fonction, c'est la sensibilisation. Là, c'est pour les grandes personnes. Nous, on est formatés. Donc, les grandes personnes, ça sera compliqué, par contre. Donc, c'est eux, ils ne vivent que d'exemples. C'est un peu gangréné, mais bon. Ils ne vivent que d'exemples. Ouais. Quand vous dites qu'en Afrique du Sud, les populations qui sont à côté gagnent de l'argent par l'exemple du parc, ils vont te dire qu'ils ont compris. Mais il faut les prendre pour aller voir l'exemple d'Afrique du Sud. Eux ne vivent que d'exemples. Donc, on est obligé de mettre cette méthode aussi à contribution pour leur expliquer que ce qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas pour prendre votre terre, vous tromper. Allons-y, vous allez voir. Donc, on fait des champs, écoles. On va dans d'autres pays pour voir, quand vous allez au Pendiari, vous voyez les populations sont bien organisées et bénéficient. Il y a une relation directe avec les gestionnaires. Donc, c'est des éléments qu'on développe. Et donc, pour le cas des réserves naturelles volontaires, ce n'est plus l'OIP qui est au centre, mais c'est les populations elles-mêmes qui sont au centre, qui doivent convaincre leurs compères pour qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt. Alors justement, s'il y a bien quelqu'un qui vous aide dans ce système d'éducation des populations, c'est les sites, les écologes par exemple, qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir d'accompagnement, par exemple du ministère du Tourisme, pour avancer dans leur travail. Est-ce que l'OIPR vient en appui sur des plaidoyers pour les aider, pour avoir plus de touristes et de facto développer toute une chaîne en fait, qui vous aide à la préservation ? Tout à fait. Il faut savoir que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que on est en train d'amorcer la phase valorisation. Or, ceux qui sont propriétaires de logements, on leur dit, ils sont pressés. Sinon, à la réalité, le ministère du Tourisme développe un programme qu'on appelle le programme Sublime. Sublime Côte d'Ivoire. Avec 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe sud-ouest,
où le parc national de Taï est inclus, et le deuxième qu'on appelle l'axe éléphant, avec les parcs de l'Est, c'est-à-dire île Otilé, pour aller jusqu'à Komoué. Et donc, tout ça est capitalisé. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que le ministère du Tourisme est membre du conseil de gestion de l'OIPR. Donc, toutes les stratégies de valorisation qui sont développées, c'est en cohérence avec ce que le ministère du Tourisme fait. Mais simplement, ce qu'on demande aux uns aux autres, c'est un peu de patience. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, un touriste normal n'est pas un écotouriste. Parce que l'écotouriste, il est très exigeant. Il faut, quand vous lui dites qu'il va avoir des éléphants à Komoué, même s'il a dormi dans un hôtel à Bondoukou, ainsi de suite, mais quand il va arriver à la dernière étape, qu'il n'a pas vu l'éléphant, c'est un problème. Donc, il faut que toute la chaîne soit bien outillée. C'est ce qui fait que ça prend un peu de temps. Et je crois que le ministère du Tourisme continue d'expliquer aux uns aux autres. Et on a même expérimenté en mettant en place des tours réducteurs où des gens viennent de partout pour voir comment on a testé. Parce qu'en fait, les visites en Europe, aux États-Unis, c'est différent. Vous savez, nous, les infrastructures d'accès ne sont pas bien développées. Par exemple, pour aller à Taï, vous avez 8 heures de voyage. Ouais. Mais l'avion vous dépose à San Pedro, il vous reste encore 4 heures de voyage. Et la route est complètement défoncée. La route est complètement défoncée. Vous pointez ce problème d'infrastructure et ces mêmes opérateurs qu'on a eu aussi l'occasion de recevoir dans la télé d'ici ont souligné également cette défaillance. Tout à fait. Ouais. Donc, quelqu'un peut bien aimer aller à San Pedro et puis aller visiter le parc national de Taï. Il a peut-être 3 jours, mais en 3 jours, il ne peut pas faire. Ouais. Parce qu'il va prendre. Il est là pour prendre plaisir, pas pour un parcours de combattant. Tout à fait. Alors, comment se porte l'emblème national, l'éléphant, en Côte d'Ivoire? Y a-t-il encore des éléphants? Bien sûr. Il existe des éléphants. Combien d'éléphants? Puisque vous faites du biomonitoring, donc vous êtes quand même dans les parcs nationaux, je peux vous affirmer que nous sommes à peu près 300 éléphants. D'accord. Dont à peu près 156 au parc national de Taï et à peu près 200 au niveau du parc national de la Komoué. C'est les autres, comme ils font des va-et-vient entre le domaine rural, on ne l'a pas comptabilisé, mais dans le parc national de Taï, comme c'est des espaces au sens de vital, c'est important. Donc on a pu dénombrer ces espaces-là. Mais il faut dire qu'en plus de ça, il y a des éléphants qui existent. Il y a des conflits. Souvent, vous entendez, on dit que les éléphants ont mangé, ont détruit. Mais s'il n'y avait pas d'éléphants, il n'y aurait pas avoir ce conflit. Ça veut dire qu'il y a encore des éléphants. Aujourd'hui... Bon, souvent, à la limite, on se dit que c'est une légende ou enfin... Non, ce n'est pas une légende. Aujourd'hui, le ministère des Eaux et Forêts a entrepris met en œuvre un programme qu'on appelle l'inventaire forestier national. Et l'OIP est l'opérateur de la partie faune. D'ici 1 an, on vous dira en Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus les parcs nationaux, c'est la Côte d'Ivoire. On vous dira en Côte d'Ivoire, il y a tel nombre de chimpanzés, il y a tel nombre de biches, il y a tel nombre d'éléphants. En ce moment, la Côte d'Ivoire va adapter sa stratégie. Par exemple, depuis, ce qu'on fait, par exemple, il a dit tout à l'heure, il y a donné les chiffres précis pour Taï, un chiffre précis pour Komoué, mais quand on veut l'étendre à la Côte d'Ivoire, on fait une extrapolation. C'est cela. Ce qui n'est pas juste. D'accord. Donc, véritablement, avec la mise en place de cet inventaire forestier national, on aura des chiffres plus précis. Qui compose l'équipe OIPR? L'OIPR, c'est, en termes de personnel, c'est cela. Il faut dire, je vais expliquer un peu l'organisation de l'OIPR. L'OIPR, c'est un EPN à caractère particulier. Établissement public national. Établissement public à caractère particulier. Il y a certains qui me posent la question, mais quelle est votre particularité? Notre particularité, c'est que nous, on gère des fonds publics et des fonds privés. C'est-à-dire qu'on gère les fonds par rapport à la comptabilité publique, mais comme on reçoit des fonds des bailleurs, c'est la comptabilité publique qu'on utilise. Et l'OIPR a un conseil d'administration qu'on appelle conseil de gestion. Par exemple, les EPN, on dit conseil de gestion, mais les sociétés détendues sur le conseil d'administration. On a un conseil de gestion de 12 membres. Et les 12 membres, il y a un certain nombre de ministères qui sont représentés. Et il y a 3 représentants des populations riveraines, et il y a 2 représentants des ONG. Et puis on a un représentant d'une fondation. Ça, c'est le conseil de gestion. Et il y a une direction générale. La direction générale est basée à Abidjan. Et à l'intérieur de la direction générale, vous avez 3 directions centrales. Une direction technique, une direction des ressources humaines, et puis une direction des finances et de la comptabilité. Et on a 2 cellules autonomes de contrôle de gestion, ainsi de suite. Mais sur le terrain, voilà comment on est déplacé. On a 5 directions de zone. C'est-à-dire que quand vous allez au sud-ouest, on a une direction qu'on appelle la direction de zone sud-ouest qui s'occupe du parc national de Taï et de la réserve Nzo, qui font à peu près 536 000 hectares. À Abidjan, on a une direction de zone qui s'occupe des parcs qui sont dans la zone sud. Le Banco, Dalia Fleur, Azani et puis Mabiyaya. Maintenant, quand vous allez au centre, vous avez la direction de zone centre qui s'occupe des parcs qui sont au centre. Abokwa Mekro, Lamto, Marawe et puis Obandama. Et puis quand vous allez au nord-est, vous avez la direction de zone nord-est qui s'occupe du parc national de la Komoué. Et dans la zone de montagne, et la zone ouest, on a une direction. Là, ça fait 5 directions. Mais au niveau opérationnel, on a 22 secteurs. 22 secteurs, ça veut dire que quand on prenait Komoué, le directeur de zone se trouve à Bouna, mais on a des secteurs, c'est-à-dire on a des services qui sont plus proches du parc,
notamment à Kong, à Dabakala, à Teini et à Nassian. Et dans ces services, on retrouve des scientifiques notamment, parce qu'on parle de biomonitoring et tout. C'est ça. On trouve des forestiers, on trouve des économistes, on trouve des agronomes, on trouve des sociologues pour assurer l'ensemble de ce parce que j'ai dit, on ne peut pas être pluridisciplinaire. Donc, c'est l'ensemble d'un certain nombre de spécialités qu'on a mis ensemble pour assurer la gestion. Oui, puisque vous faites du plaidoyer, j'imagine que dans le discours que vous tenez aux populations, il faut aussi des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors, c'est qui les fossoyeurs des parcs nationaux et des réserves naturelles? C'est les braconniers et les orpailleurs clandestins. D'accord. J'ajoute clandestin parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chasse. Donc, toute personne qui chasse est un braconnier. D'accord. Mais l'orpailleur, il peut avoir l'orpailleur normal. Mais tous ceux qui font de l'orpailleur dans un parc, c'est un orpailleur clandestin. Mais je crois que vous n'avez pas lu aussi des crises sociopolitiques qui sont succédées. C'est peut-être le premier fossoyeur, non? Bon, c'est pas... En fait, quand vous prenez... Les populations ont accepté en général l'existence des parcs nationaux. Même si bien souvent, s'en plaignent. Pour dire, on veut bien faire notre champ, mais le parc nous empêche d'avancer. Parce que vous savez, les populations ivoiriennes en général croient que le cacao et le café réussissent qu'en zone forestière. Ils ne réussissent que dans la forêt. Alors qu'il y a plein de jachères. Donc ces populations vont se plaindre pour dire j'aurais voulu avoir 10 hectares, mais malheureusement le parc fait que je ne peux pas avancer. Mais alors qu'à la réalité, ce qu'il faut voir, c'est la productivité que ça donne. Absolument. Vous pouvez avoir 2 hectares et puis avoir 3 tonnes, mais vous pouvez avoir 20 hectares et puis vous avez 3 tonnes. Finalement, ça ne sert à rien. Absolument. Donc vraiment, les vrais fossoyeurs de la conservation des parcs nationaux en Côte d'Ivoire, c'est les orpailleurs et les braconniers. Vous parliez de biomonitoring. Oui. Comment vous faites pour les espèces qui migrent? En fait, vous savez, les espèces qui migrent, c'est périodique. Donc, on a mis un dispositif en place où on fait le suivi écologique en saison sèche et où on fait le suivi écologique dans certaines parts en saison de pluie. Donc, quand vous faites en saison sèche, et puis, bon, par exemple, l'éléphant, souvent on les marque. Quand on dit on les marque, on leur met des colliers. C'est un éléphant qui peut quitter Komoué pour aller, parce que c'est un grand migrateur. Il peut quitter Bouna pour aller jusqu'au Burkina. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, justement. Parce que lui, quand lui démarre, personne ne peut faire quelque chose. Le fait de mettre des colliers, on peut suivre leur mouvement. D'accord. Donc souvent, il y a peut-être ces discussions parce que, vous savez, les espèces animales n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de nationalité. C'est vrai. Donc quand il est à taille, il peut se retrouver au Libéria. Donc quand ce n'est pas marqué, mais à l'instant T, où nous on fait le biomonitoring, on vous dira il y a 20 chimpanzés. D'accord. Et vous êtes équipé pour? Exactement. Vous avez toute la technologie qu'il faut. Oui, parce qu'aujourd'hui, on utilise, comme je l'ai dit, on utilise ce qu'on appelle l'outil SMART. L'outil SMART, il y a 2 éléments qui sont la technologie avancée qui nous arrange, nous, en tant que gestionnaire, en tant qu'administrateur. Moi, assis dans mon bureau, un agent ne peut pas me dire je suis allé patrouiller alors qu'il n'est pas allé patrouiller. Puisque je l'ai doté d'un GPS avec un outil SMART qui fait que quand je suis chez moi, quand je joue mon ordinateur, je peux connaître sa position. D'accord. Deuxième élément, l'appareil qu'il en met, pendant qu'ils sont en train de faire leur patrouille, l'appareil dit prenez une photo. Nous sommes 4 sur ce plateau. C'est ça. Si l'appareil, j'éteins l'appareil, puis l'appareil de prendre une photo, au minimum, on ne peut que 3. C'est-à-dire que puisque moi j'ai tiré la photo, vous serez 3 dedans. Mais si vous êtes 2, ça veut dire que l'équipe n'était pas 4. D'accord. Donc il y a des éléments de contrôle qui sont mis en place qui permettent de s'assurer. C'est assez rassurant donc de savoir que les choses sont suivies comme il se doit de l'être. On marque une pause. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour l'avant-dernier virage de la télé d'ici, consacré ce soir à la biodiversité en Côte d'Ivoire. Télévivez, le capital naturel ivoirien de ce soir. Dans la télé d'ici, on est toujours en compagnie du colonel-major Adama Tondo-Sama, avec lequel donc on essaie de reparcourir. On fait une sorte de biomonitoring en quelque sorte. Ouais. On n'a peut-être pas la moyenne technologique de l'OIPR, mais bon, on s'efforce de le faire. On en parle en tout cas depuis le début de cette émission et on en apprend pas mal de choses. On va marquer une sorte de petit break pour se tourner vers Princesse, qui, elle, nous offre de découvrir son kiff à elle. Quelle est la photo de votre enfance qui vous a le plus marqué? La photo de mon baptême, je pense, avec mes parents à la basilique de Yamoussoukro. Vous? Oui, moi, c'est quand j'allais au CP1, ma première photo.
J'ai vu que j'étais un maigrelet et a pris du poids. Je cherche encore, honnêtement. Je m'y attendais Vous pas devez du avoir tout. une photo. Je sais pas, honnêtement. Oula, faut que je cherche. Non, désolé, je peux pas Vous répondre. pouvez nous dire après. Bon. Après. Vous nous direz après l'équipe du Web d'aujourd'hui qui est une petite... j'ai beaucoup aimé une compilation de photos, de reproduction de photos qui sont déjà... qu'on a déjà faites avant et qu'on refait maintenant. Donc c'est un genre de passé présent. Du passé au présent. Ok. Dans Rush Challenge, mais bon, version photo-souvenir. Exactement, photo-souvenir. D'accord. Mais du coup, je me souviens d'une photo pas mal. C'était une photo chez ma grand-mère maternelle, photo de famille avec tout le monde. Voilà, avec l'innocence de l'époque. Ouais. Bon, je ne peux pas la décrire plus que ça. Vous aimeriez justement la refaire aujourd'hui? Oui, avec quelques membres en moins, malheureusement, mais bon, ouais. Ouais, ça aurait été bien de pouvoir reconstituer tout ça. Sans transition, Madame Tongpi, elle nous parle quoi, de politique ce soir. Yves Hidero, ça vous parle? Tout à fait. Bon, d'accord. Ben, Yves Hidero, elle est Madame Tongpi dans la télé d'ici. Elle change de nom tous les soirs et voilà. Dans la télé d'ici, c'est Madame Tongpi. Elle parle de politique, on regarde. Mon frère Norbert, je veux que tu me donnes ton point de vue sur un fait, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de la gouvernance de ces 10 dernières années comparée aux 10 années précédentes, c'est-à-dire avant 2010? Mais Diké, il n'y a rien à comparer. Bien sûr, ça Il n'y a rien. Oui. Mais quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois Abidjan, quand tu vois la Côte d'Ivoire, quand tu vois le développement qui est en train de se faire en ce moment-là, il n'y a rien à comparer. Bien sûr. Tu es allé au plateau tout dernièrement, tu vois au plateau, tu vois. Oui. Hein? Tu vois au bord de la lagune là, tu vois ce qui se passe. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la baie là, tu vois ce qui se passe. La lagune tu vois le existe il y a travail qui est en longtemps. train d'être fait. Tu as vu les ponts. Tu as vu Je savais que tu allais en arriver là. Oh, c'est bon, c'est bon. Parce que la manière que tu as commencé là, on va discuter ici, on va pas quitter ici, et puis ça m'énerve. On vous connaît. Quand ça commence, on sait comment ça. On te demande. Bonjour, mon frère. monsieur. Norbert, je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu veux investir aujourd'hui là, faut investir dans l'agriculture. Dis que je vais faire riz local. Faut faire ça. Je vais faire riz local. Je vais aller à Issia, je vais prendre mes 10 hectares, je vais faire mon champ de riz local. Tu n'as même pas besoin d'aller à Issia. Faut aller au nord. Même si on doit me tuer pour ça, je te le dis, va au nord. Au nord. Le sous-sol du nord a été fertilisé. Depuis les 10 dernières années, il y a eu une métamorphose. C'est comme si le sud était passé au nord. Tous les bas-fonds du sud, là, comme si on a ramassé, on a envoyé au nord. Dis que je vais faire du riz, hein. Oui, c'est de ça que je te parle. Le riz, tu veux faire à Issia, là, je t'assure que ça ne va pas produire plus que si tu fais au nord. Les fertilisants qu'ils ont mis dans le sous-sol du nord, là, tout pousse là-bas. Je t'assure que tout pousse dans le nord actuellement. Le raisin pousse, le cacao pousse, le café pousse, On dirait ton étranger avait parti, hein. Norbert, ton étranger là, on lui a même pas demandé les nouvelles. Hein. Faut le libérer. Non, mais Parce- il n'a pas parti, toi tu peux le libérer. Non, mais ici on est chez toi, hein, Norbert. Ah, dis que Moi, je ne peux pas me permettre tout, hein. il y a des Non, circonstances ici, là, c'est pas chez moi seul. Hein. c'est chez toi, hein. Moi, je suis venu te rendre visite. Dis que chez moi, c'est chez toi. Faut demander les nouvelles au monsieur. Mon frère, excuse-nous, hein. Tu es venu, mais on t'a même pas donné. On était plongé dans nos projets là. Nouvelles. Bon. Il n'y a rien de grave. Je suis juste le maître de maison de Pazaï. Maître de quoi, hein? Je suis son maître de maison. Toi, tu es maître de maison. Oui, je suis maître de maison. Tu n'es pas policier. Moi? Non. Mais ben, Tu ne vas pas dans cette tenue. non, moi, je ne suis pas policier. Hein. Aujourd'hui, elle m'a dit gras. Donc, j'ai porté la tenue là. Et puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours rêvé d'être policier. Donc, j'ai porté ça. Tu vois un peu, non? Tu peux pas faire ça. Non, mais tu te déguises encore habillé. Oui, mais aujourd'hui, on m'a dit gras. Par exemple, ils m'ont montré s'habiller en partie comme ça. Mais attends, des responsables comme nous sommes en train de causer dans Mon notre frère salon. Norbert, tu as une décision à prendre là. Tu dois prendre une décision. Tu n'es pas normal. Toi, mais tu as quel âge même? Madame Tongpi et compagnie a retrouvé donc tous les soirs dans la télé d'ici et ce soir c'est Monsieur Tongpi qui était donc en avant. Alors on revient encore une fois sur la responsabilité des riverains, des populations qui vivent donc dans les localités proches de ces fameux parcs et de ces réserves. Vous avez un message, j'imagine. Tout à fait. En fait, c'est un message qu'il lance à l'endroit de ces populations pour leur dire que les parcs nationaux sont installés dans leur domaine. Ils doivent prendre des dispositions pour contribuer à la conservation de ces espaces-là. Parce que ces espaces c'est un investissement. C'est un investissement. Et quand on va passer au stade qu'on appelle de valorisation, ce sont ces populations qui seront utilisées d'abord pour travailler pour ces entreprises qui vont s'installer. Ça va créer une richesse.
Et là, on va parler d'emploi vert parce qu'on va parler de destruction. Donc, véritablement, j'invite les populations à se joindre à nous pour assurer la gestion durable de ces espaces-là. D'accord. Oui. Alors, à votre charge, il est bon de préciser que le parc national d'Akomoé a été retiré en 2017. 2017, en juin 2017. En juin 2017, de la liste donc, du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Tout à fait. Voilà, donc c'est à votre charge, c'est à saluer. Juste pour savoir, pour éclairer ma lanterne, la forêt du Banco, Oui. il y a une rumeur comme quoi 25 hectares devaient être rasés pour un projet routier. Est-ce que c'est avéré ou pas? Non, ce n'est pas avéré. D'accord. Parce qu'il faut dire que le parc national du Banco, selon les tests, il y avait 2 superficies. La loi de 2002 dit que la superficie du parc national du Banco fait 3000 hectares. Et il y a un titre foncier qui dit que la superficie est 3454 hectares. Vous voyez, la différence de 400 hectares est contestée par certaines populations. Donc, pour régler ce problème, nous avons pris attache avec le BNET pour qu'on puisse faire les levées de la superficie du parc national du Banco. Et cette fois-ci, on utilise du matériel plus performant, c'est-à-dire le GPS différentiel. Et quand on a pris le GPS différentiel, on s'est retrouvé que la superficie du parc national du Banco fait 3438 hectares. D'accord. Et cela a été acté par un décret du président de la République en mai 2018. Comme les gens, dans la littérature, ils voient 3474 et dans les tests, ils voient 3438 directement, et il faut dire que le métro longe le parc national du Banco. Mais la réalité, le métro ne vient pas créer une nouvelle infrastructure. Sitaraï longe, et c'est les infrastructures de Sitaraï qui sont utilisées par le métro. Donc, à la réalité, aucune parcelle n'a été vendue. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas vendre le Banco parce que c'est un parc. Pour vendre, il faut que l'Assemblée nationale donne l'autorisation d'en déclasser une partie. D'accord. Adama Tandossa, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, il y aura la prestation live de Lydie Baya sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci au colonel-major Adama Tondo Sama, qui est donc le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien de protection des parcs et réserves naturelles. Merci à Pierre, merci à Princesse. On boucle cette émission avec une jeune artiste amoureuse de R&B. Elle est âgée de seulement 23 ans. Elle fait partie de la QV 2017 de The Voice Afrique francophone et a atteint d'ailleurs le stade des Battles, ce qui n'est d'ailleurs pas rien. Ce soir, elle a décidé de shiner comme le Diamond de Rihanna et de tout donner comme Maître Gims. Je vous prie d'accueillir maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici, Lydie Baya. À demain. Take care. Shooting star, I see a vision of a vista sea. When you hug me, I'm alive with the diamonds in the sky. I'm new, down we become one more runaway, oh runaway. At first I love the energy of anything. I saw the love inside your eyes. Tonight
So beautiful, like diamonds in the sky. I'm too high, so high. Diamonds in the sky. Shine bright like diamond. 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 Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, like diamonds in the sky. I'm too high, so high. Diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Shine bright like a Tu m'entends? Réveille-toi. Regarde-moi. Ne demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Même pas solo parce que j'ai beaucoup. Ton regard vibre pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard vibre pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Alors je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, j'aurais tout flambé pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane, et tous les deux on fonce ça dans le mur. On va transformer la ferraille en amour. Je suis flattée, tu as demandé quand tes prières fassent encore de toi. Je suis choquée, je l'imaginais sans cesse avoir un cœur content. Et je me souviens comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais pas solo parce que j'ai beaucoup. Ton regard vibre pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard
Lydie Baya, accompagnée de l'excellent Tiben. Merci de l'applaudir. Good job.